Bonjour et bienvenue, nous sommes le vendredi 15 mars et il est l'heure de retrouver le studio de Plus d'Actu pour terminer une semaine à nouveau marquée par une fusillade qui n'est même plus une surprise tant elles ont été nombreuses ces dernières semaines. Cette fusillade intervient à 3 mois des élections régionales, fédérales et à 7 mois des élections communales. Dans les communes, on parle sécurité, mais on parle aussi propreté, enseignement, mobilité. Et puis, particulièrement à Anderlecht, une autre question agite et inquiète beaucoup de monde, c'est la création d'un étang de baignade à Nerpede. On va aborder toutes ces questions avec le bourgmestre d'Anderlecht et le socialiste Fabrice Kums. On l'accueille sur le plateau de Plus d'Actu. Fabrice Kums, bonjour. Bonjour. On l'a dit, fusillade, cette fois-ci ce n'est pas dans votre commune, mais Anderlecht a été concerné aussi. Est-ce que vous avez l'impression qu'entre le nettoyage, on va l'appeler comme ça, de la gare du Midi à l'été, les premières fusillades qui sans doute étaient liées au débordement et à la réinstallation des trafics, est-ce qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui va quand même un peu mieux? Est-ce que vous avez l'impression que les pouvoirs publics reprennent la main dans les quartiers? Très clairement, on a la volonté, en tout cas, de reprendre cette main et de donner finalement à la police des outils supplémentaires pour pouvoir intervenir. Et donc, au-delà de ce qu'on a toujours fait, et je rappelle qu'on a, sur le territoire de la zone de police Midi, 2400 arrestations de dealers en un peu plus de 6 mois. On a par ailleurs les enquêtes de longue haleine qui permettent d'identifier les réseaux, parce qu'évidemment les dealers qui sont en rue, ce n'est pas eux qui sont derrière toute cette mafia. Et alors on donne maintenant des outils administratifs supplémentaires, notamment de pouvoir multiplier les contrôles d'identité et les fouilles, et aussi peut-être de faire des interdictions de lieux pour faire en sorte que ce qu'on appelle les supermarchés de la drogue ne soient plus intéressants pour les consommateurs. Alors on va être très concret là-dessus. D'abord, on a souvent entendu des élus régionaux ou communaux bruxellois dire on a besoin de moyens supplémentaires du fédéral. Vous avez reçu des moyens, oui ou non? On a reçu des moyens pour notamment la problématique du Peterboss. Donc le fédéral a mis des équipes complémentaires, mais ce ne sont pas des moyens structurels. Donc c'est vraiment sur base d'opérations. Et donc je dois vraiment me réjouir à chaque fois des bonnes collaborations et avec le parquet et avec la police judiciaire fédérale et avec les personnes qui interviennent sur le terrain. Donc vraiment, moi je ne suis pas de ceux qui disent que c'est la faute des autres. Il y a une bonne collaboration. Mais ce ne sont pas des moyens complémentaires structurels. C'est toujours dans le cadre d'opérations. Et ce dont on a besoin, c'est de renforts qui soient pérennes. Alors vous dites on va multiplier les arrestations, on va faire des interdictions à certains endroits. Ça, ce sont les fameuses sanctions administratives communales. C'est ça que vous allez infliger à qui, dans quelles conditions? Alors, il y a deux choses. Il y a des mesures administratives que je peux prendre comme bourgmestre, et donc l'interdiction de lieu est une des mesures. Et alors, effectivement, ce qui est intéressant dans ce qu'il y a eu comme débat au niveau régional avec le ministre-président Rudy Vervoort, c'est qu'il y a des mesures qui sont horizontales, j'ai envie de dire, sur l'ensemble du territoire régional, mais il faut aussi pouvoir cibler de manière plus précise certains lieux. Et ça, c'est... Quels lieux à Anderlecht aujourd'hui doivent être ciblés et comment? Alors, il y a... Pour ce qui concerne Anderlecht, il y a tout ce qui est ce qu'on appelle le Clémenceau, donc une partie de Kuregem. Il y a le Peterboss et en partie évidemment la gare du Midi. Mais les problématiques ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que c'est intéressant que les bourgmestres puissent adapter les réponses en fonction des lieux. Parce que à la gare du Midi, par exemple, à Clémenceau, ce sont des publics en errance. C'est le crack qui est consommé là. Et donc c'est clair que sanctionner le consommateur là, ça n'a pas beaucoup de sens. Par contre, au Peterboss, c'est de la vente de cocaïne. Ce sont des personnes extérieures au quartier qui viennent se fournir en cocaïne. Et là, je pense qu'il y a matière à pouvoir sanctionner l'acheteur pour faire en sorte de dire vous n'avez plus rien à faire à cet endroit-là. Comment vous faites la différence entre le consommateur qu'on ne peut pas sanctionner et celui qu'on peut sanctionner? Vous avez dit le crack, pourquoi? Ce serait moins grave de consommer du crack ou c'est le signe de quoi? Pas du tout. Mais à nouveau, ce sont toujours... C'est pas dans un arrêté qu'on définit toutes ces règles-là. Donc ce sont des outils qu'on donne à la police. Et donc c'est le policier, sur base de son expérience de terrain, qui va utiliser tel ou tel outil. La question n'est pas de savoir si le crack est plus grave que la cocaïne. La question est de savoir dans quel état se trouve le consommateur. Est-ce que c'est un malade et qu'il est en errance et qu'il lui mettre une amende, ça n'a évidemment aucun sens. Ou est-ce que c'est quelqu'un qui vient chercher de la cocaïne pour une soirée festive? Il ne se rend pas compte de ce que ça va générer pour le quartier. Mais moi, je vais vous donner un exemple. J'étais au Peterboss, au restaurant social. Aujourd'hui, à cause des dealers qui sont présents, à cause des barrages, eh bien, les personnes qui vont au restaurant social ne peuvent pas être déposées devant le resto. Elles doivent faire 100 mètres à pied parce que nos chauffeurs ne peuvent plus y arriver. Eh bien,
bien ça, je suis désolé, mais c'est une prise en otage de partie du public fragilisé aussi. Et les consommateurs qui vont se fournir au Peter Boss devraient savoir qu'en se fournissant là, eh bien, ils mettent en péril aussi tout le vivre ensemble de la cité. Alors vous évoquez une prise en otage, certains parlent de zones de non-droit. Vous reconnaissez qu'il y a des endroits où des gangs font la loi à Anderlecht. Vous avez cité le Peter Boss, la zone Clémenceau, on a aussi souvent évoqué la place Lemens. Alors, si une zone de non-droit, c'est une zone où la police ne va pas, alors il n'y a pas de zone de non-droit. Parce qu'on va arrêter. C'est une zone où dès que la police a le dos tourné, et elle ne peut pas être là en permanence. Effectivement, c'est une zone où la situation est particulièrement difficile. Ça, oui, là, il y en a plusieurs sur Anderlecht et sur le territoire de la région. Mais à nouveau, je redis qu'on arrête, on arrête. La difficulté, c'est qu'on appelle ça entre nous, c'est de la chair à canon. Et donc, les réseaux, les mafias qui sont derrière ces structures, elles utilisent. Ce ne sont pas des jeunes des quartiers. Ce ne sont pas des jeunes qui connaissent leur quartier et qui trouvent dans le deal un moyen d'exister, de gagner peut-être plus vite. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, et ce sont surtout d'ailleurs plutôt des guetteurs qui sont utilisés, de très jeunes adolescents qui sont dans ce trafic-là, du quartier. Mais la majorité des personnes qu'on arrête, ce sont soit des sans-papiers, soit des gens qui viennent de l'extérieur même de Bruxelles et qui savent qu'en dealant au Peter Boss, ils trouveront, ou ailleurs, ils trouveront une clientèle qui permettra de rentabiliser leur journée. Et donc c'est ça qu'on veut casser comme effet en dissuadant les consommateurs, les acheteurs de venir à ces endroits-là. Est-ce que vous pouvez reconnaître que Bruxelles, la région, a quand même des moyens et que le Corrèze s'est réuni début de la semaine, il y avait peut-être moyen de faire ça plus tôt, que la réaction ne vient pas suffisamment vite dans le chef des autorités régionales. On ne peut pas toujours en appeler uniquement au fédéral. Mais je pense que chacun doit être dans sa fonction. Et donc aujourd'hui, sur le timing, sur le moment où le Corrèze s'est réuni, vous y étiez comme bourgmestre. Oui, mais aujourd'hui, l'organisation de la police, c'est une police à deux niveaux. Il y a le niveau fédéral et le niveau local. La région n'a pas de compétences de police. Ce que Rudy Vervoort a pu faire, c'est organiser les choses pour que les outils administratifs qui peuvent être mis en œuvre soient coordonnés. Et c'est ça qui a été fait la semaine dernière. Mais ça n'a pas empêché, moi personnellement et d'autres collègues bourgmestres avaient déjà pris des sanctions, des outils, des ordonnances administratives qui permettent de compléter la boîte à outils des policiers. Alors nous sommes le 15 mars, c'est la journée de lutte contre les violences policières. Il y aura une manifestation d'ailleurs aujourd'hui pour les dénoncer à Bruxelles. Vous reconnaissez qu'il existe une forme de sentiment d'impunité chez certains policiers, qu'il y a des abus, ou c'est une vue de l'esprit de certains qui veulent se victimiser ? Non, il y a eu des affaires tout à fait scandaleuses et la zone de police Midi en a été le témoin, notamment avec ce passage à tabac qu'on a pu voir dans l'émission d'investigation. Donc je ne vais certainement jamais nier qu'il y a eu des difficultés. La question n'est pas tellement de savoir s'il y a un sentiment d'impunité. La question, c'est que les procédures pour sanctionner sont horriblement compliquées. Et donc nous, on plaide vraiment avec les trois bourgmestres de la zone de police Midi pour qu'au niveau fédéral, on puisse simplifier les procédures de sanctions parce que ce sont des nids à recours et à chaque fois qu'on prend des décisions fortes à l'encontre des policiers qui sont une minorité mais qui existent quand même, qui ont fauté, eh bien à chaque fois, les différentes chambres de recours font en sorte que nos sanctions sont en tout cas amenuisées. Il y a un jeu un peu malsain de la part des syndicats qui protègent des policiers, qui les incitent à faire des recours plutôt que de reconnaître un problème intrinsèque ? Non, je ne pense pas que ce soit un problème de syndicat. C'est un problème de procédure très compliquée qui ouvre la porte à des recours et que donc les personnes qui ont été sanctionnées utilisent évidemment toutes ces ficelles pour diminuer les sanctions. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place à l'intérieur d'une zone de police pour traquer des gens qui sont parfois très ouvertement racistes ? Ce qu'on a fait par exemple au niveau interne à la zone de police Bruxelles-Midi, c'est de faire un audit pour voir de quelle manière nos procédures disciplinaires, notre procédure de sanction pouvaient être améliorées et rendre plus efficaces. Et donc cet audit-là, on l'a commandé, on en attend les résultats. Ce sera pour quand ? On espère que dans les semaines à venir, on pourra avoir des résultats. Alors, vous connaissez le principe de l'émission, les téléspectateurs peuvent poser des questions et c'est Aline Walsdorf qui les relaie. Aline Walsdorf, on a reçu pratiquement 200 questions, nos excuses à ceux qu'on n'a pas pu relayer, mais il y en a notamment un paquet qui concerne un dossier régional et communal à Anderlecht. Il est question de Nerpede et de l'étang de baignade, Aline. On a beaucoup de questions sur le projet d'étang de baignade à Nerpede qui fait l'unanimité, mais contre lui. D'abord Hélène qui demande si vous allez enfin oser dire non à ce projet de piscine biologique aux incidences et conséquences irréversibles sur ce poumon vert.
Ensuite, Liliane ajoute que la commune est déjà confrontée à de nombreux problèmes, que ce soit en matière de sécurité, de propreté, de mobilité ou encore de stationnement. Le projet de piscine NERPED ne fera qu'amplifier une situation qui est déjà catastrophique selon elle. Et finalement, à propos de cet étang de baignade, eh bien, Anne propose une voie médiane, réaménager le parc, mais sans la baignade. Fabrice Kums, on peut s'opposer au projet de terrain de baignade ou il est trop avancé? Moi, je pense que le ministre Marron aurait dû se rendre compte par lui-même que son projet n'avait pas suscité une adhésion suffisante que pour être porté jusqu'au bout. Et donc, il ne s'en est pas rendu compte. Et donc, les discussions avec Bruxelles Environnement sur les conditions d'encadrement de ce projet n'aboutissent pas. Et donc, oui, je proposerai mardi au collège d'aller en recours contre le permis d'urbanisme qui a été délivré. Un recours où? Sous quelle forme? Alors la forme, on va se faire évidemment accompagner d'un conseil juridique. Et donc, la logique voudrait qu'on aille faire un recours au collège d'urbanisme dans un premier temps. Et ça veut dire que vous aurez quels arguments? Vous demandez qu'on adapte le projet, qu'on le suspende, que quoi? Comme dit une spectatrice, effectivement, je crois que le projet n'était pas que l'étang de baignade. Il y a tout un projet beaucoup plus large, notamment relier différentes parties du parc et de supprimer des voiries de circulation. Donc je pense qu'il y avait plein de choses intéressantes et que donc il faudra revoir le projet pour probablement enlever l'étang de baignade. Parce que je pense que la difficulté de ce projet, c'est que Bruxelles Environnement s'est concentré sur l'étang en lui-même, mais qu'on n'a pas assez, dans la délivrance du permis, on n'a pas assez analysé les effets report, les externalités négatives qui se font sur une zone beaucoup plus large finalement que le seul étang. Concrètement, quelles externalités négatives, quelles conséquences en cascade vous voyez? C'est trop de voitures, trop de monde, trop de bruit, Mais c'est toutes les réserves qu'on avait déjà émises lors de la commission de concertation, puisqu'on avait, je le rappelle, remis un avis défavorable au niveau communal, notamment par rapport à la fréquentation. Hein. Donc on parle de 220 personnes, pas très clair si c'est par quart d'heure, par demi-heure ou par heure. Il y a toute la question de la mobilité qui n'est pas réglée. Dans les discussions avec Bruxelles Environnement, on nous dit qu'on doit aller nous adresser à la STIP pour avoir des solutions. Et donc ce n'était pas du tout ça qu'on attendait. On attendait qu'il y ait un partenariat vraiment tous ensemble. La question de la fréquentation, j'ai dit, la question de la mobilité et aussi la question de savoir si, au-delà du fait d'aller se baigner, si les baigneurs restent autour de l'étang de baignade après, ça peut faire beaucoup de monde. Hein. Si un jour de canicule, s'il y a 200 personnes par quart d'heure, et s'ils restent tous sur le site, ça va faire des milliers de personnes et c'est ça évidemment qu'on voulait. Et très concrètement sur ce recours que vous annoncez, que vous allez proposer à vos collègues du collège, vous espérez quoi? Gagner un peu de temps ou bien vous faites un recours vraiment en annulation pure et simple? Ah oui, donc on va évidemment... pas d'éléments suspensifs? Demander, la procédure sera suspensive, mais on va demander évidemment l'annulation du permis et de pouvoir repartir sur d'autres bases pour améliorer. Parce que je voudrais aussi dire que je ne suis pas de ceux, comme certains pétitionnaires, je ne suis pas de ceux qui disent que tout va bien pour l'instant. Parce que cet étang actuel, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas le beau grand étang qui est dans la zone, c'est un étang avec des berges en béton, avec la rivière, avec la Pède qui traverse l'étang dans un pertuis en béton. Et donc je pense qu'il y a plein de choses à faire pour améliorer la qualité de cet étang et de sa biodiversité. Alors, on a reçu d'autres questions et c'est toujours Aline Walsdorf qui les relaie. Il y en a une qui porte sur une matière que vous avez longtemps gérée à Anderlecht. Concernant l'enseignement, c'est Samy qui réagit. Il se présente comme un ancien enseignant de la commune d'Anderlecht et il est très dépité. Il dit, je cite, « Les moyens sont quasi inexistants. Les attributions en début d'année sont chaotiques et donnent lieu à un marché. Les acteurs ne sont pas entendus et beaucoup sont en maladie ou en burn-out. J'ai préféré abandonner mon ancienneté professionnelle au sein de la commune pour aller travailler dans l'enseignement catholique. » Fabrice Kums, est-ce que l'enseignement de la commune d'Anderlecht est moins bien géré que celui des écoles catholiques? Alors d'abord, dire qu'on a un des plus gros réseaux de toute la région bruxelloise. Hein. Donc, après la ville de Bruxelles et la Égalité avec Scarbeck, c'est vraiment un réseau très complet avec du maternel, du primaire, du secondaire, promotion sociale et artistique. Donc, c'est une fierté pour nous. La question des attributions, c'est difficile parce que c'est la loi, c'est le décret qui organise tout ça. Et donc, on ne fait pas ce qu'on veut. Et donc là, on parlait des syndicats tout à l'heure. Les syndicats sont particulièrement attentifs au respect des anciennetés pour les désignations. Et par rapport aux moyens budgétaires, je voudrais rappeler qu'au-delà de ce que la Fédération Wallonie-Bruxelles
ou la communauté flamande par ailleurs, puisqu'on a un enseignement bilingue, au-delà des moyens qu'ils nous donnent, la commune d'Anderlecht, et c'est un des premiers postes dans les dépenses budgétaires, la commune d'Anderlecht met près de 9 millions d'euros de plus que ce qu'on reçoit. Donc il y a vraiment un vrai investissement, une vraie volonté de faire de cet enseignement un outil. Maintenant, est-ce que vous reconnaissez qu'il y a des burn-out, il y a des maladies, et qu'il y en a trop, peut-être plus que dans d'autres réseaux, et qu'à un moment donné, est-ce que ça vous inquiète ? Non, je pense qu'il y en a tout autant que dans les autres réseaux et qu'effectivement, le métier d'enseignant est tout particulièrement difficile parce que c'est un petit peu comme tous les métiers de première ligne. On parlait des policiers, on parle aussi des assistants sociaux au CPS. Donc tous ces métiers de première ligne, ils sont particulièrement stressants pour l'instant, donc parce qu'il y a une attente qui s'exprime de manière un peu plus virulente de la part du public. Et donc oui, le métier d'enseignant est difficile, il est stressant et donc il y a beaucoup de burn-out. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup plus de burn-out dans notre enseignement que dans d'autres. Par contre, c'est vrai que le fait qu'on soit un enseignement communal donne plein d'avantages parce qu'on a plein de services qui peuvent venir en appui, mais que par contre, on a plus de règles à respecter. Au-delà des règles de l'enseignement, on a aussi les règles de la loi communale qui s'appliquent, les règles financières, la tutelle. Et donc, c'est un mécano qu'on doit faire fonctionner. Et ce n'est pas toujours simple, c'est vrai, mais je suis très fier en tout cas de notre enseignement. On continue avec les questions. Alors, il y en a qui partent un petit peu en rafale. Aline Walsdorf, il est question, je pense, de ce qu'on a retenu, de propreté notamment. Et ça, c'est un dossier qui crispe beaucoup de monde à Anderlecht et ailleurs à Bruxelles. On a pas mal de réactions de la part d'habitants qui sont mécontents. D'abord, Olivier qui pose un constat. Il dit « Ne parlez pas de propreté, la commune n'a jamais été aussi sale ». Ensuite, Naïma se demande pourquoi il y a autant de snacks et de restaurants entre la porte d'Anderlecht et le métro Clémenceau, où, selon elle, la diversification commerciale est cruellement manquante. Elle ajoute que les déchets et les poubelles de ces commerces attirent les rongeurs. Et finalement, Marlène déplore les commerçants qui chargent et déchargent sans veiller à l'heure idéale pour le faire, sans embêter les voisins. Alors, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. La propreté d'abord, c'est une source d'inquiétude, de tracas pour vous. Anderlecht n'est pas aussi propre qu'elle devrait l'être. C'est un très très gros problème. Avec la sécurité, c'est évidemment celui dont on nous parle le plus. Et là, souvent, on entend aussi, oui, mais c'est la région, oui, mais il s'arrête sur une certaine voirie. Mais c'est pas, il faut être humble. Et donc, sur nos rues, sur les rues communales, c'est aussi parfois problématique. On a mis des moyens budgétaires considérables, budgétaires et humains considérables, il y a 3 ans, pour renforcer les équipes. On a engagé 80 balayeurs de rue supplémentaires. Mais il faut avouer qu'aujourd'hui, le résultat, il n'est pas à la hauteur des investissements qu'on a consacrés. C'est la faute à qui ? Les gens ne sont pas propres ? Je pense qu'il faut multiplier les canaux d'intervention. Et donc, il faut évidemment qu'on balaye. Il faut aussi qu'on sanctionne. Et donc, on a des caméras mobiles, on identifie les contrevenants et il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait des listes assez longues de sanctions qui sont imposées aux personnes qui ne respectent pas les règles. Et puis après, il faut évidemment aussi sensibiliser. Donc, ce sont ces 3 outils-là qu'on utilise pour essayer de répondre à ce défi. Mais c'est vrai qu'en particulier dans les quartiers denses, c'est une grosse problématique. Alors, il y avait Naïma dans la même question et Marlène qui posait la question. Pour Naïma, de la présence de tous ces snacks, elle dit que ça attire des rongeurs et il y a un manque de diversité dans l'offre Horeca. La commune a des clés sur les commerces qui s'installent sur son territoire. Vous pouvez agir ? Je crois que Madame a raison. Il y a trop de commerces du même type. Et donc, c'est-à-dire lesquels ? Eh bien, des snacks et des commerces Horeca. Et donc aujourd'hui, quelqu'un qui demande, sur la zone de Cureghem, puisque c'est celle-là qu'on parle, quelqu'un qui demande un permis pour avoir un permis snack ou Horeca ne le reçoit plus. Par contre, on est obligé évidemment de respecter les permis qui ont été délivrés par le passé. Donc la commune a peu d'outils pour dire je ne veux pas un snack, je veux plutôt un fleuriste. Et donc si le permis a été délivré par le passé, le commerçant a le droit d'ouvrir son snack. Par contre, s'il génère des nuisances, alors je prends un arrêté de bourgmestre pour le fermer. J'ai la possibilité de fermer les commerces pendant... À partir de quel stade, vous, bourgmestre, vous allez dire on ferme tel snack ? Eh bien, un chiffre, on en a fermé plus de 50. Plus de 50 s'il y a du tapage sur la terrasse, s'il y a du non-respect des voisins. Donc il y a une cinquantaine d'établissements qui ont déjà été fermés cette année. Vous aviez demandé que les supporters les plus fervents du Sporting d'Anderlecht n'aillent plus au stade. Vous avez eu un peu gain de cause. En tout cas, il y a eu une tribune qui a été fermée pour 2 rencontres. Vous trouvez que c'est bien géré, ça se passe bien, la cohabitation entre les supporters et les riverains autour du stade d'Anderlecht ? Oui, à part les matchs à risque. Les matchs à risque.
européen. Je pense que tout le reste est très bien. Ça concerne peu le Sporting d'Anderlecht cette saison. Cette année, mais je fais le pari que l'an prochain, ça nous concernera à nouveau, et tant mieux. Aujourd'hui, quand ce sont des matchs de championnat belge, les supporters des équipes adverses viennent en quart jusque dans le stade. Tout ça est très bien conçu, tout ça est très bien organisé. Il n'y a plus de confrontation entre supporters comme on a pu connaître par le passé, parce qu'il y a cette obligation de venir en quart. C'est vrai que quand on a eu l'exemple de l'Union contre Fenerbahçe, c'est clair qu'on ne peut pas obliger les supporters turcs de venir en quart depuis la Turquie, et que donc il y a ces risques de mélange, et c'est là qu'il y a des moments plus tendus, et qu'il faut pouvoir gérer ça avec d'autres outils. Mais il y a toujours une place pour le Sporting d'Anderlecht à Anderlecht. On sait qu'il voulait un stade plus grand. Il y avait eu votre prédécesseur qui avait dit qu'il pourrait un peu l'agrandir. Ça se parle encore, ça, de temps en temps ? Oui, bien sûr, mais notre volonté est très clairement de garder le stade sur le territoire de la commune, parce que je pense que c'est un des fleurons de la commune. Alors la question, c'est vrai qu'il y avait l'idée de faire un troisième anneau. Ça, je crois que la direction actuelle a abandonné ce projet-là. Alors soit il y a un autre projet qui vient, soit il y a une implantation complémentaire sur le site actuel. Mais ce sont des choses qui ne se discutent pas pour l'instant, puisque comme vous le savez, il y avait un projet de stade national. Je vais vous sucrer parce qu'il reste une dernière question, et on l'aura sur la fin, mais je veux vous la poser. Elle nous parle aussi de sport, mais pas de football, Aline Walsdorf. On a Arsène qui fait une proposition, pourquoi pas un monument, une rue, une ruelle, une impasse qui célèbre Philippe Thys, qui a été 3 fois vainqueur du Tour de France. Alors j'ai vérifié, cet homme est effectivement né à Anderlecht en 1889. Il a remporté de nombreuses courses, dont le Tour de France en 1913, 1914 et 1920. Une proposition constructive, on va dire. Vous pourriez mettre à l'honneur un cycliste plutôt qu'un club de foot ? Tout à fait. Et donc, je vais donner entière satisfaction à votre spectateur, puisqu'on a décidé au conseil communal de donner le nom d'un passage, le passage Philippe Thys, un nouveau passage qui vient d'être créé entre la Chaussée de Mons et le canal. Et c'est à côté de l'entreprise qui l'exploitait, une entreprise d'autocar. Et donc, on va pouvoir faire ce moment plus formel, de remettre à l'honneur Philippe Thys. Alors, je voudrais quand même encore prendre un petit instant pour débriefer une partie de la législature. Elle n'a pas toujours été commode avec votre partenaire écologiste. Ça s'est frité sur la laïcité du service public, ça s'est frité sur Good Move. À refaire, à résultat identique après les élections, vous repartez avec le même partenaire ou il y a quelque chose qui s'est brisé pendant les 6 dernières années ? Non, je pense qu'il ne faut jamais dire que quelque chose s'est brisé. Je pense que c'est la nature même de la politique que d'avoir une confrontation de points de vue. Et donc, moi, je ne veux pas refaire l'histoire. Je veux me projeter dans le futur et donc dire que, évidemment, tous ceux qui, pour le futur, ont la passion d'Anderlecht, ont la volonté de faire d'Anderlecht quelque chose d'encore mieux qu'aujourd'hui, eh bien, je pense que ce sont des gens qui seront mis autour de la table. Parce qu'il y a un autre parti politique très présent à Anderlecht et qui a des ambitions, c'est le PTB. Leur leader est conseiller communal chez vous, c'est Giovanni Bordonaro. Ça pourrait être un échevin avec vous dans une prochaine majorité ? Objectivement, je ne crois pas que la question se posera parce que le PTB n'ira jamais dans une majorité. Contrairement à ce qu'ils disent, je pense que leur intérêt n'est pas de le faire puisqu'ils restent au balcon et peuvent engranger des points puisque c'est toujours évidemment facile de ne pas se mouiller, de ne pas prendre de risques. Allez, rendez-vous est pris pour après les élections communales. Le journal, lui, ce soir à 18h, vous sera présenté par Marine Guillet. Belle fin de semaine sur BX1.